pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle, il y a les lupus qui sont purement cutanés, et puis les lupus systémiques, en fait, qui peuvent atteindre plusieurs organes à la fois. Donc c'est surtout sur cette forme-là à laquelle on va s'intéresser, qui elle aussi peut toucher la peau. Donc c'est une maladie qui est auto-immune mais non spécifique d'organes, donc qui peut toucher plusieurs organes en même temps, qui évolue par poussée et qui peut atteindre donc du coup essentiellement les articulations, les reins et le système nerveux avec des crises d'épilepsie ou des psychoses. Donc c'est une maladie vraiment multifactorielle et qui est caractérisée par la présence d'auto-anticorps, mais pour porter le diagnostic, il ne faut pas juste avoir les anticorps ou les signes cliniques, en fait, il faut les deux. Donc les critères ont été revus récemment, donc là vous avez les critères de 2012, parce que justement la difficulté pour faire des études vraiment épidémiologiques, c'est de pouvoir inclure les patients, puisque la maladie est évolutive, donc on peut voir le patient à un moment et il n'a pas tous les critères cliniques ou biologiques. Et en plus, elle évolue par poussée, donc ça change effectivement. Et si on n'a pas défini quel patient on inclut, ben ça donne beaucoup de biais. Donc, ça touche essentiellement à 90% donc les femmes jeunes, d'âge moyen de 30 ans. Donc, la prévalence et l'incidence varient beaucoup en fonction des pays. Donc, il y a la forme qui est vraiment bénigne, qui atteint essentiellement la peau et les articulations. Et le pronostic est surtout lié, en fait, à l'atteinte rénale. C'est surtout ça qui fait la gravité de la maladie. Donc, pour vous montrer un petit peu la répartition géographique du lupus, on voit que il n'y a pas vraiment de gradient nord-sud, mais par contre, on a l'impression que c'est plutôt une expression ethnique, en fait, de la maladie. Les différentes études montrent en fait une prévalence 3 fois plus élevée chez les Afro-Américains par rapport aux Caucasiens. Chez les Amérindiens aussi, les Polynésiens et les Asiatiques ont une prévalence beaucoup plus élevée que chez les Caucasiens. Alors, au niveau européen, la France, elle se situe dans la moyenne, mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de gradient nord-sud. Donc c'est vraiment peut-être lié à la composition ethnique, on va dire, de la population. Quand on s'intéresse spécifiquement aux populations qui ont une ascendance africaine, donc les populations, les Afro-Américains, certains installés en Europe ou dans la Caraïbe, les Afro-Caribéens, on voit qu'il y a vraiment une prévalence beaucoup plus élevée par rapport aux Caucasiens qui vivent dans la même région. Donc là, vous avez un peu l'ensemble des études qui ont été faites sur ces populations. On a très peu de données sur les Afro-Caribéens. Il y a eu que 3 études en fait qui sont assez vieilles entre guillemets à Curaçao, à Trinidad et en Jamaïque. Et toutes elles datent des années avant les années 2000. Donc, qu'en est-il vraiment aux Antilles, au sens large? Donc, quand on voit justement dans ces populations afro-caribéennes, alors les données sont limitées puisque vous avez vu qu'on a que Curaçao et Trinidad où on a vraiment des données. Et si on inclut les Afro-Américains qui sont pas trop loin de nous, on se rend compte qu'en fait, il y a des différences sur l'expression de la maladie. Il y a un âge de révélation un petit peu plus précoce, mais pas de manière très significative par rapport aux Caucasiens, que ça touche plus les femmes, que la survie, le pronostic est moins bon, que les signes cliniques diffèrent aussi, les manifestations, puisque ce qu'on peut observer surtout, c'est que la photosensibilité, elle est essentiellement chez les populations de peau blanche, chez les Caucasiens, plus que chez les populations à peau mélanoderme. Il n'y a pas de différence au niveau de la fréquence en fait des atteintes articulaires ou encore des atteintes décéreuses. Par contre, on voit vraiment que la gravité, la maladie est beaucoup plus grave chez les Afro-Caribéens avec des atteintes rénales et neurologiques beaucoup plus fréquentes. Donc en fait, c'est une maladie, on va dire, qui est bénigne chez les Caucasiens avec des formes surtout cutanées articulaires, alors que chez les populations d'ascendance africaine ont des manifestations viscérales beaucoup plus graves. Au niveau biologique, en fait, aussi, on note des différences entre les Caucasiens, les Afro-Américains et les Afro-Caribéens. Donc, chez les populations, entre guillemets, de race noire, en fait, on observe beaucoup plus de cytopénie et aussi une fréquence beaucoup plus élevée des anticorps, donc, qui vraiment signent la maladie par rapport aux Caucasiens. Donc, c'est beaucoup plus fréquent, les anti-ADN notamment. Alors, pour les Antilles françaises, donc quand on voit par rapport aux autres départements français, vous avez vu qu'on a une surprévalence en Martinique et en Guadeloupe.
La Guyane, on va en parler un petit peu après parce que c'est particulier. Donc, en Martinique, en fait, il y a eu une étude qui est maintenant un peu plus ancienne du docteur Deligny, donc dans les années 90, pour étudier... Oh, pardon. On voit pas le... Ça sort pas. Bon, désolé. Donc, du coup, les cas incidents et cas prévalents qui montraient du coup une augmentation de l'incidence et de la prévalence en Martinique, donc sur ces 10 années. Juste à noter qu'il y avait 11% des patients quand même qui avaient un antécédent familial de lupus. Sur les manifestations cliniques, vous voyez que ça ne diffère pas tellement des autres séries afro-caribéennes. Par contre, il y a une gravité très particulière avec un taux d'insuffisance rénale terminale élevé, donc qui fait toute la gravité de la maladie, puisque c'est des patients qui se retrouvent à un âge très jeune en dialyse. Donc, par rapport aux autres populations d'ascendance africaine, donc les Afro-Américains ou les populations installées en Angleterre, ou encore à Trinidad, est-ce que les patients martiniquais ont des particularités? Alors, il n'y a pas, évidemment, les études ne sont pas nombreuses, mais par rapport à justement cette étude faite dans les années 90, on observe en fait que c'est un âge moyen de début similaire, même si on a tendance à voir que c'est plus jeune en Martinique, une atteinte rénale beaucoup plus fréquente et plus grave, et qui apparaît beaucoup plus précocement dans la maladie, c'est-à-dire dans les premières années après le diagnostic, avec une grande proportion de formes rénales graves qui amènent en dialyse, beaucoup plus que dans les autres populations d'ascendance africaine. Par contre, il y a un meilleur pronostic qui peut s'expliquer peut-être en partie par le fait que la population a un meilleur accès aux soins que dans les autres îles de la Caraïbe, ou chez les Afro-Américains selon le statut, on va dire, économique. Si on observe maintenant plus précisément en zoomant sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, on ne voit pas de très grandes différences. Alors c'est très difficile d'interpréter ces chiffres parce qu'il y a des biais de recrutement. En Guadeloupe et en Guyane, au moment où ont été faites l'étude, il n'y avait pas d'internistes. Donc du coup, les patients étaient recrutés par le biais de spécialistes d'organes. Donc c'est comme ça qu'on voit qu'il y a 100% d'atteinte rénale en Guadeloupe parce que c'est des patients qui ont été adressés essentiellement par les néphrologues. Donc voilà, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. La seule chose qu'on peut noter, c'est une incidence et une prévalence beaucoup moins élevée, moins élevée en Guyane, quand on compare sur la même période. Mais voilà, comme je viens de le dire, il y a des biais parce qu'il y a des moyens médicaux différents, un accès aux soins qui est parfois différent, il y a une composition ethnique aussi de la population en Guyane qui est différente. Et puis aussi, au niveau de l'environnement, une exposition aux infections qui n'est pas la même qu'en Martinique, que dans les îles. Le lupus, en fait, c'est dans la physiopathologie, c'est une maladie complexe. On sait, en fait, de plus en plus, on étudie justement toutes les voies moléculaires qui amènent aux anomalies cliniques. Et donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est que la physiopathologie est basée sur un excès d'apoptose, c'est-à-dire que les cellules meurent en excès. Pourquoi ? Voilà, c'est mystère pour le moment, et qui induit donc une cascade inflammatoire. Toutes les voies en fait du système immunitaire sont impliquées, que ce soit les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules dendritiques. En fait, toute l'immunité à la fois innée ou adaptative est en jeu. Donc, il y a plusieurs explications en fait qu'on essaye de trouver pour comprendre cette physiopathologie. Donc la première, c'est déjà au niveau génétique. C'est une maladie qui est polygénique. Donc il y a de multiples gènes qui ont été impliqués, plus de 100 gènes. Donc tous les gènes en fait qui codent quasiment pour le système immunitaire. Donc que ce soit les gènes impliqués dans l'apoptose, dans le système HLA ou dans la réponse immunitaire. Et on voit en fait que selon les gènes en fait le gène présent impliqué, ça change l'expression de la maladie, ce qui pourrait expliquer en partie que certains font une forme rénale, d'autres une forme cutanée ou d'autres une forme articulaire. Chaque patient est différent. Donc toutes les voies, donc comme je vous ai dit, sont impliquées, mais en fait on se rend compte que le facteur génétique n'est pas suffisant pour expliquer la survenue de la maladie, puisque comme l'a dit Dr Cap, quand on voit la concordance entre jumeaux, on voit qu'il y a quand même 25% de cas chez les monozygotes, donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse part de génétique, ou dans notre cohorte, 11% de patients qui avaient un antécédent familial, mais en fait ça suffit pas à expliquer la survenue en fait du lupus. Ce n'est pas juste une maladie en fait génétique. Dans une grande cohorte cette fois-ci où on a étudié
la polyarthrite rhumatoïde qui est un peu, on va dire, cousine du lupus. Quand on voit en fait l'antécédent, on cherche les antécédents familiaux et la génétique, on voit que le risque en fait familial, il y a que 20% en fait d'hérédité. Que tout le reste en fait, ça peut être l'environnement, le fait d'être dans la même famille. Eh ben, s'il y a des cas familiaux, c'est peut-être parce qu'il y a le même environnement et pas forcément le même génotype, le même facteur génique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Génétique, pardon. Donc, justement, ça a été étudié chez les populations à haut risque, comme on a vu chez les Afro-Américains, et aussi les Noirs, entre guillemets, installés en Angleterre, et on a cherché justement si ces gènes de susceptibilité, quand il y a beaucoup de gènes qui donnent un risque de lupus, est-ce qu'on voit la maladie émerger? Et en fait, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce que la fréquence en fait du génotype à haut risque était moins élevée chez les populations qui étaient à risque de développer la maladie. Donc ça veut bien dire qu'en fait c'est pas juste la concordance d'avoir plein de gènes qui peuvent engendrer la maladie qui l'a fait émerger, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Donc comme on a vu, la difficulté maintenant c'est de se dire sur cette expression ethnique d'essayer de comprendre qu'est-ce qui intervient. Donc ce qui est difficile, c'est qu'on a très peu de données chez les populations dans les populations africaines. Il y a, je crois, à ma connaissance, 2 études qui sont pas forcément très complètes. Et donc, une des façons, entre guillemets, de contourner cette difficulté, puisque on sait que c'est une population qui a moins accès aux soins, donc il y a moins de diagnostics de lupus, c'est d'étudier chez les migrants, ceux qui ont migré récemment. Donc, il y a eu notamment une étude qui a été faite en Angleterre, où justement on a voulu comparer les Afro-Caribéens qui sont installés depuis des générations en Angleterre et ceux qui venaient d'immigrer en Angleterre, qui venaient d'Afrique, pour essayer de comparer la prévalence du lupus. Et en fait, on se retrouve avec des taux quasi similaires en fait dans les 2 populations, sachant que dans les 2 populations, c'est beaucoup plus élevé que chez les Caucasiens, mais c'est des taux assez similaires. Alors c'est difficile d'interpréter parce que dans les migrants, il y a ceux qui migrent pour raisons médicales. Il y a aussi peut-être aussi l'inverse, ceux qui sont malades qui ne migrent pas. Donc c'est difficile, il y a quand même des biais dans les études, mais on a quand même l'impression que c'est moins élevé chez les populations africaines que chez les populations, on va dire, d'ascendance africaine qui ont été installées ailleurs, qui se sont installées ailleurs. Donc il y a plein d'hypothèses pour essayer, vous avez vu avec la physiopathologie, il y a plein d'étapes où en fait pourrait intervenir l'environnement, à la fois en interagissant directement au niveau cellulaire, au niveau ADN, en mimant certains antigènes en fait à la surface des cellules, ou en induisant directement des lésions tissulaires. Mais en fait, vous avez bien vu que là, on est encore dans le flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement tous les facteurs qui peuvent rentrer en jeu pour déclencher cette cascade inflammatoire. Donc, pareil, on a beaucoup parlé d'épigénétique aujourd'hui, donc nous aussi on s'y intéresse en médecine interne, et c'est vrai que c'est de plus en plus en train d'émerger comme hypothèse, et on a déjà montré qu'en fait il y avait une hyperréactivité des lymphocytes T à cause justement d'une déméthylation par les micro-ARN, donc des modifications épigénétiques qui pourraient expliquer justement cette interaction entre la susceptibilité génétique et les facteurs d'environnement. Alors, les facteurs qui ont été décrits. Donc, on va faire une liste un petit peu rapide. Donc, déjà, un des premiers induits, c'est ce que les médecins prescrivent, les médicaments. Bon, c'est pas un facteur vraiment d'environnement, mais sachant que maintenant on est de plus en plus exposé aux médicaments par différents biais, par les prescriptions, mais aussi dans l'eau, quoi que ce soit, on sait que ça peut induire des lupus. Donc, il y a des médicaments qui ont été incriminés, des antiépileptiques, d'autres médicaments un peu plus anciens, mais qui donnent des formes de lupus un peu particuliers, puisque c'est des formes essentiellement bénignes, cutanées, articulaires, avec souvent pas d'anticorps anti-ADN, donc un profil immunologique particulier, et qui sont réversibles à l'arrêt du médicament. Dans les autres facteurs en fait d'environnement, donc le tabac, ça a été aussi pas mal étudié, et on voit surtout que le risque en fait avec un tabagisme actif. Mais le risque, il est modéré. Vous avez vu que le risque relatif est de 1,5, mais il n'y a pas d'augmentation du risque de avoir un lupus avec un antécédent de tabagisme. Donc, on a plutôt l'impression que le tabac, en fait, aggrave l'activité de la maladie, mais ne la déclenche pas.
Parce qu'on voit que souvent c'est lié à une plus forte positivité des anticorps anti-ADN et une plus grande sévérité aussi de la maladie. Donc le tabac jouerait plutôt un rôle, on va dire, pour activer la maladie, mais pas forcément pour la déclencher. Contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, où il y a eu pas mal d'études qui ont montré par contre que le tabac intervenait dans le déclenchement, la physiopathologie de la maladie. Alors, les expositions professionnelles comme la silice ou l'amiante, alors ça a été beaucoup étudié dans les maladies auto-immunes et la silice a été beaucoup incriminée. Dans le lupus, c'est pas très bien montré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a 6 études qui montrent qu'il y a un risque augmenté avec l'exposition quand même à la silice. La silice interviendrait en fait comme un adjuvant des lymphocytes T et donc aggraverait en fait la réaction inflammatoire. Donc ça peut aider. Donc on interroge bien les patients pour savoir leur exposition professionnelle. L'amiante aussi a été incriminée dans quelques études. L'exposition aux métaux lourds. Donc il y a eu une étude qui a montré que en étant exposé au mercure au moins une fois par semaine dans son milieu de travail, il y avait un risque modéré, mais qui n'était pas très significatif. L'exposition au plomb aussi, avec le travail de vitro, montrait il y avait des cas beaucoup plus fréquents de lupus. Et vous voyez que c'est pas des preuves encore très solides. Au niveau des pesticides, la question s'est posée également puisque on a observé des cas beaucoup plus fréquents de lupus et de polyarthrite rhumatoïde chez les fermiers. Donc la difficulté un petit peu, c'est de bien évaluer l'exposition des patients. Et donc, on a montré que, par exemple, le fait de mélanger les pesticides à des fins de travail, enfin, à des fins agricoles, mais pas de l'appliquer, pouvait aggraver aider à la survenue du lupus. Pareil, chez des femmes qui ont utilisé des insecticides, mais vous voyez, d'un âge assez élevé, on voit qu'il y a plus de risque de développer un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde, même si c'est dans un cadre domestique. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de preuves au niveau des pesticides, ni de pesticides identifiés, ni même de mécanismes en fait vraiment mis en évidence. Alors dans les polluants organiques persistants, donc on en a parlé un petit peu ce matin, il y a eu juste une étude qui a montré que la mortalité était plus élevée dans une population taïwanaise qui avait été exposée à du riz contaminé. Avec des composés, en fait, des pesticides organochlorides. Donc, c'est quand même intéressant aussi, mais on n'a pas d'autres données, en tout cas concernant le lupus. Et c'était après une longue exposition et une forte exposition. Au niveau des agents industriels et des solvants, donc il n'y a pas, à nouveau, les données sont insuffisantes. Ça a surtout été incriminé, en fait, dans la survenue des sclérodermies systémiques. Le trichloroéthylène a été a montré en fait qu'il pouvait aggraver la maladie et la survenue en fait d'anticorps au niveau in vitro, mais sans forcément démontrer que ça favorisait l'apparition de la maladie. Pareil pour tout ce dont on a parlé, les biphésphénols, pour l'instant on n'a aucune étude, en tout cas au niveau du lupus. Alors, à un moment, il y a eu justement, par rapport aux effets des médicaments inducteurs, on a incriminé les teintures capillaires parce qu'elles contiennent en fait des amines aromatiques qui sont similaires à certains médicaments qui induisent le lupus. Mais en fait, on n'a jamais réussi à démontrer que c'est un réel facteur de risque. Il y a quand même un risque un petit peu plus élevé au fait d'utiliser ces produits. Donc, dans les risques professionnels par rapport au lupus, vous voyez que il y a eu quelques études qui mettent en cause la silice, les solvants industriels, les pesticides, comme je vous ai dit, ou le mercure. Mais c'est vraiment surtout essentiellement soit des case reports ou des études cas témoins, donc avec pas une très grande puissance statistique, ou encore d'autres études qui ont montré donc que l'utilisation d'amalgame dentaire ou de pesticides ou l'application même de vernis à ongles pouvait être aussi donner un risque peut-être plus augmenté de développer la maladie. Mais pareil, c'était fait, donc là, cette étude-là, c'était faite sur une population canadienne, mais c'est difficile d'évaluer en fait surtout la quantité d'exposition pour vraiment dire est-ce que c'est un facteur de risque de développer le lupus. Alors, au niveau biologique, donc les agents infectieux, comme vous a dit le professeur Cabre, il y a eu vraiment au début, par rapport au fait de la prévalence, on avait l'impression qu'il était moindre en Afrique, on
on s'est dit qu'il y avait probablement un effet protecteur en fait du paludisme et de d'autres parasites. Alors pourquoi le paludisme? Parce que dans la physiopathologie, en fait, ça, on va dire, ça occupe le système immunitaire, notamment les lymphocytes B. Et donc, les populations qui ont été exposées au paludisme et qui déportées, entre guillemets, sans ne plus être exposées au paludisme, pourraient développer un lupus beaucoup plus fréquemment. Mais en fait, il n'y a pas de preuves, et ça a été un peu remis en cause, puisque vous voyez que on n'a pas vraiment de données chez les Africains pour pouvoir comparer. Il y a une étude à Trinidad qui a bien montré par contre que le manque d'accès à l'eau courante avant l'âge de 12 ans donnait un surrisque de développer le lupus. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites et qui ont montré que par exemple le fait d'avoir des infections dans la première année de vie comme une gastro-entérite, la rubéole, les oréons ou même le fait de partager sa chambre avec un autre enfant pouvait favoriser l'apparition des anticorps antinucléaires. Mais c'est pas parce qu'on a des anticorps antinucléaires qu'on va faire un lupus. Mais ça pourrait favoriser l'émergence de la maladie. Alors, un autre agent, par contre, où il y a beaucoup plus d'études, c'est le virus EBV, qui a beaucoup été incriminé. Donc, au départ, on s'est dit que, au niveau physiopathe, qu'il y avait un mimétisme moléculaire qui pouvait justement déclencher la cascade, en fait, du système immunitaire. Mais on a l'impression que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on se rend compte que les patientes lupiques ont un taux d'infection plus élevé à l'EBV, qu'elles gardent une charge virale beaucoup plus longtemps. Mais on va dire quelle est la poule et quel est l'œuf, quoi. Est-ce que c'est juste parce qu'elles ont déjà un problème au niveau de leur système immunitaire ou est-ce que c'est parce que le virus déclenche des anomalies au niveau du système immunitaire? Il y a eu quelques éléments aussi sur d'autres rétrovirus, même l'HTLV1, mais c'est pas non plus très concluant. En fait, on peut pas dire que ça agit vraiment au niveau physiopathologique pour engendrer un lupus. Il y a eu aussi, à l'instar de la sclérose en plaques, pas mal d'études sur la vitamine D. Et en fait, c'est aussi encore également pas mal controversé parce qu'on a eu une vague justement où on prescrivait énormément de vitamine D aux patients en disant que il y avait une surprévalence de la carence en vitamine D et que ça pourrait aggraver la maladie. Mais en fait, c'est de plus en plus controversé. C'est-à-dire qu'on voit que les patients lupiques ont une carence plus importante, mais comme elles doivent pas s'exposer au soleil, donc en fait, c'est pareil. C'est pas forcément la cause, mais c'est peut-être la conséquence de la maladie. Il y a même eu une étude qui aurait montré un effet protecteur d'une consommation modérée d'alcool. Bon, ça c'est pas encore prouvé non plus. Alors au niveau hormonal, par contre, ça a été beaucoup plus étudié le rôle des œstrogènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les œstrogènes agissent comme activateurs de l'immunité humorale, et on savait que ça pouvait déclencher des poussées de la maladie, comme quand les patients sont enceintes où il y a un risque plus élevé de poussée. Et en fait, on ne sait pas trop sur le déclenchement. Est-ce que les œstrogènes, est-ce que ce sont des femmes jeunes? Pourquoi à ce moment-là, elles déclenchent la maladie? Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de données. La seule chose, c'est qu'on s'est rendu compte que dans l'année qui suit la prescription d'une pilule œstroprogestative, il y avait un surrisque de développer la maladie chez des patientes probablement prédisposées. Voilà, donc c'est pas la pilule, mais la pilule œstroprogestative pourrait déclencher la maladie. Alors au niveau physique, aussi pareil, on s'est posé la question du soleil, mais contrairement à la sclérose en plaques où c'est un effet protecteur, cela serait plutôt un facteur de risque. Alors on sait très bien au niveau physiopathologique que le soleil induit en fait des redistributions au niveau des antigènes de surface et des kératinocytes et du coup déclenche cette cascade inflammatoire. Donc ça, on sait que ça peut déclencher des poussées, mais par contre sur pourquoi ça déclenche, est-ce que ça pourrait déclencher la maladie? Il y a eu quelques études qui ont montré que les patients, que s'ils ont travaillé en plein air dans l'année précédant le diagnostic, ou les patients qui ont fait des graves coups de soleil avant l'âge de 20 ans, avaient plus de risques de développer un lupus. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que la photosensibilité, c'est un des signes les plus précoces du lupus. Donc, est-ce que c'est vraiment un facteur de risque d'être exposé au soleil? Pareil, point d'interrogation. Alors, les radiations ionisantes, on n'a pas vraiment de données. On sait juste que ça peut augmenter le risque de thyroïdite, qui est une maladie aussi qui peut s'associer au lupus, mais bon, on n'a pas de données du tout. Et les champs électromagnétiques, pas du tout. Donc, on va écouter demain, voir s'il y a d'autres informations. Par contre, sur la pollution, il y a de plus en plus de données. Il y a une étude justement qui a été faite au Canada aussi qui montre que la variation du taux de particules fines à court terme déclenche des poussées de lupus. C'est-à-dire que quand on suit sur l'année les variations du taux de particules fines et qu'on corrèle un patient qu'on suit avec
le risque de poussée est plus élevé au moment où il y a des pics en fait de pollution. Mais alors l'effet à long terme, pour l'instant, on n'a pas de données. Et surtout, pour l'instant, c'est surtout sur l'activité de la maladie, mais sur le déclenchement, on ne sait pas non plus. Il y a une autre étude qui a été faite cette fois-ci aux États-Unis ils ont pris une population à haut risque, qui étaient donc les Afro-Américains, et ils ont étudié l'apparition du lupus dans les zones où il y avait des décharges de déchets pétrochimiques volatiles, en se demandant est-ce que il y a plus de lupus. En fait, non, ils n'ont pas montré qu'il y avait plus de lupus, qu'il n'y avait pas d'apparition non plus précoce, mais par contre, ils ont fait une sous-étude où ils se sont rendus compte que quand il y a un polymorphisme particulier d'une enzyme en fait qui intervient dans la réponse au stress des cellules, là par contre oui, il y avait un surrisque de voir apparaître le lupus de manière plus précoce. Donc en résumé, on voit bien qu'on n'a pas vraiment de données, on sent bien qu'il y a l'environnement qui compte énormément dans le déclenchement de la maladie, mais on n'a pas vraiment de données. Ce qui a été les quelques éléments qu'on a, donc c'est sur le tabac, la silice, le soleil ou les œstrogènes, mais tout le reste, en fait, on n'a pas encore d'éléments. Donc il y aurait peut-être un effet cocktail, comme on disait ce matin, de plusieurs éléments, plusieurs polluants de l'environnement qui interviendraient. On a un petit peu plus de données pour le risque de poussée, mais chez une maladie donc qui est déjà établie. Donc on donne des conseils dans ce sens aux patients pour éviter justement qu'elles soient exposées au soleil ou à des médicaments qui peuvent aggraver la maladie. Donc juste un petit point pour les autres maladies auto-immunes, parce que en fait c'est de plus en plus, on s'interroge de plus en plus sur les facteurs environnementaux. Ce qui a été pour l'instant le plus prouvé, où il y a le plus d'études, c'est dans la sclérodermie. Donc là, l'influence en fait des solvants et de la silice. Aussi au niveau de la cigarette avec la polyarthrite rhumatoïde, et puis certaines autres maladies, on va dire plus spécifiques d'organes, comme la maladie de Crohn ou les thyroïdites. Mais on n'a pas beaucoup d'éléments, en fait, vous voyez, même dans les autres maladies auto-immunes, pour se demander, mais qu'est-ce qui pourrait déclencher, en fait, la maladie chez un sujet qui est déjà prédisposé. Je passe un peu plus vite. Donc voilà, donc au final, en fait, selon le moment, en fait, et l'importance de l'exposition, les facteurs environnementaux agissent en fait chez un patient qui est déjà prédisposé en modifiant son système immunitaire. Donc en fait, c'est un ensemble de facteurs environnementaux, génétiques et immunologiques qui pourraient déclencher la maladie. Mais vous voyez que ça varie à quel moment de la vie la personne a été exposée, à quel niveau, et surtout quel est déjà le facteur qu'on pourrait incriminer. Là, on s'intéresse évidemment de plus en plus à ça, puisque vous voyez que c'est le seul élément qu'on pourrait modifier pour empêcher justement la surprévalence de la maladie, l'apparition de la maladie. Donc on donne pas, pour l'instant, on ne peut pas vraiment donner de conseils, on peut pas dire aux gens de ne pas s'exposer au soleil, ils auront peut-être pas de lupus, mais ils ont peut-être la sclérose en plaques. Donc c'est très difficile de vraiment intégrer, de trouver en fait quels sont les éléments qui pourraient favoriser l'apparition de la maladie. De plus, dans le lupus, vous avez vu que c'est une maladie qui est fréquente aux Antilles, mais qui est rare en fait dans l'absolu. Donc, pour faire des vraies études avec le plus de patients que possible, c'est difficile. Et donc, on s'associe de plus en plus avec les Américains, puisque vous savez qu'en France, on peut pas faire d'études ethniques. Donc, il y a une étude qui est en cours dans le service pour étudier les facteurs innés et acquis concourant à la fréquence du lupus aux Antilles. C'est vrai qu'on a un super, on va dire, le laboratoire en Martinique et aux Antilles, puisque on a une population entre guillemets qui est captive, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'avoir vraiment tous les cas de lupus, et où on peut un peu plus, on va dire, maîtriser les facteurs d'environnement. Il n'y a pas le biais en fait de l'accès aux soins qui intervient par exemple chez les Afro-Américains. Donc là, le but de notre étude, là, on est en train de collecter en fait déjà l'ADN de tous nos patientes. Il y a à peu près 400 patientes qui sont suivies au CHU, et de les comparer au niveau génétique avec des témoins, notamment sur le polymorphisme en fait d'un récepteur qui est impliqué dans l'immunité et justement qui a été impliqué pour le paludisme. Donc voir si ce polymorphisme, cette mutation de ce récepteur est très fréquent dans la population et qui est plus fréquent chez les patientes qui ont un lupus. La deuxième étape de notre étude, c'est de garder en fait, d'étudier en fait le fonctionnement des lymphocytes des patientes en les exposant à du chlordécone mais in vitro. Voilà, donc pour justement intégrer un petit peu cette donnée
du chlordécone, en fait, l'exposition au chlordécone, pour se demander est-ce que c'est ça qui favorise l'émergence du lupus aux Antilles. Donc voilà, donc l'étude est en cours. On a surtout du mal, parce que au niveau moyen, c'est un peu plus limité, et à recruter aussi des témoins, puisqu'il faut des patients qui soient jeunes pour les apparier par rapport à nos patientes qui ont en moyenne de 30 ans et qui sont relativement jeunes. Et donc, c'est difficile de faire venir des sujets jeunes sains à l'hôpital pour se faire piquer. Donc, voilà. Donc, du coup, et puis aussi les moyens de l'hôpital. Donc, on n'a pas d'infirmière, par exemple, pour piquer les prélèvements. Donc, c'est nous qui piquons les patients. Voilà. Donc, si vous pouvez nous envoyer s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à l'étude, il n'y a pas de souci. Et puis, merci de votre attention.